Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, le 9e déjà de la saison 2, là, on vous fait le retour des segments classiques, le bon vieux au son de la cloche et dans vos poches. On va également y aller avec un petit retour sur peut-être des sujets qui sont un petit peu plus d'actualité. Là, on aime faire un mix là, entre des sujets de la semaine et parfois des scandales et des sujets ou des thèmes un peu plus variés. Là, mais je crois qu'il s'est quand même passé plusieurs choses intéressantes au niveau des marchés. Il y a quand même beaucoup de choses à parler sur ce qui se passe dans les places boursières. Là. La semaine dernière, on vous parlait d'exploration de martienne. Cette semaine, je pense qu'on va retourner plus sur une espèce de revue des marchés, aller comprendre effectivement ce qui se passe en ce moment, puis aussi de faire un sujet pour le coup de finances personnelles pures, là, que je trouve... ce qui est assez amusant, c'est toi, JP, qui nous l'avait trouvé. Là. Absolument, Donc, absolument. Non, puis c'est un beau retour vers un des sujets, vous allez voir là, sous peu, là, mais c'est un beau retour vers un des sujets que vous aviez bien apprécié là, au tout début de la saison 1. Donc, je vais te laisser peut-être, Gab, là, encore une fois, faire le petit disclaimer qui est très pertinent là, cette semaine, effectivement. Là. bah oui, évidemment, tout ce qu'on va vous parler aujourd'hui, que ce soit... En fait, plus généralement, dans le podcast, il s'agit vraiment de notre opinion personnelle. Les propos qu'on engage, ils n'engagent que nous. Il s'agit en aucun cas, évidemment, d'une recommandation évidemment officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert, comptable, fiscaliste, conseiller financier, qui pourra déterminer avec vous les meilleures stratégies adaptées à votre profil personnel. Investissez à vos risques et périls, bien évidemment. Excellent. Donc, lançons ça en force avec Au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet qu'on veut vous faire cette semaine, là, on en a fait un petit peu dans le passé, là, des revues des marchés, là, mais c'est pas tout à fait ça qu'on veut faire maintenant. C'est vraiment plus d'aborder un peu un sujet qui ressort beaucoup là, chez plusieurs analystes et plusieurs personnes qui vont suivre les marchés et aussi plusieurs personnes qui n'y connaissent que très peu et qui reprennent un peu l'information, mais on parle un peu plus du concept maintenant de bulle dans les marchés, qui est un concept un peu large pour des personnes qui ne s'y connaissent pas et même pour des personnes qui aiment les marchés. Je veux dire, c'est quand même assez difficile d'identifier une bulle, on l'a déjà dit là, dans le passé, mais c'est un petit peu le sujet qu'on voulait vous parler, de dire qu'est-ce qui se passe présentement dans les marchés, où est-ce qu'on en est et pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui vont embarquer dans des types d'investissements qui ne sont pas conventionnels lorsqu'on est dans une reprise économique. Là, on parle beaucoup présentement de commodités, on parle beaucoup de Bitcoin, on parle beaucoup du fameux Wall Street Bets là, pour des raisons que certains vont dire bonnes, certains d'autres vont dire mauvaises, là, mais on voit beaucoup qu'il y a des tangentes dans les placements ou dans les investissements dans les dernières semaines qui ne sont pas conventionnels. On dirait qu'on n'est pas dans une reprise comme les marchés semblent le montrer. Là, depuis mars, on se porte très bien, mais on dirait qu'il y a beaucoup encore d'inquiétudes. Et Gab, tu pourras en parler aussi, là, la volatilité l'a montré cette semaine que les choses vont peut-être pas aussi bien qu'on pourrait le croire et les perspectives pour l'année 2021 qui sont pas mauvaises peut-être, mais ça reste qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes à savoir où est-ce qu'on s'en va. Une semaine très décevante, effectivement, là, sur les marchés. Bon, le résultat final n'est pas catastrophique, là, parce que je pense que sur la semaine, en tout cas, qui finit, le 28 février, bon, évidemment, dimanche, c'est fermé, évidemment, les marchés. Absolument. C'est quand même pas un mois, ça a été, même depuis le début de l'année, une année assez compliquée, là, avec un peu ce que je considérais un peu comme le roller coaster là, des différents titres. Oui, mais beaucoup de désorientation aussi entre les indices. Oui, c'est ça. Et puis, c'est le fait qu'on se retrouve à une situation où, justement, par exemple, des titres de grande technologie, on parlait souvent du fameux Tesla, là, mais qui a perdu plus de $200 en quelques semaines. On a l'impression, en fait, depuis, et je pense que le scandale GameStop, là, dont on a parlé un petit peu, l'affaire GameStop, dont on a parlé quand même dans un podcast précédent avec Thomas, si je me souviens bien, nous fait réaliser à quel point, effectivement, les marchés, effectivement, ont atteint un niveau de volatilité sans précédent, surtout sur des titres, effectivement, de nouvelles technologies. On voit un recul assez net, par exemple, de titres, même que j'apprécie beaucoup, par exemple, le fameux Square que je cite souvent, hein, des reculs, évidemment, de titres vraiment technologiques, comme par exemple comme DoorDash, ce genre d'entreprises qui sont vraiment, pour le coup, en recul, évidemment, par rapport aux indices. Puis généralement, c'est ça, l'indice, par exemple, Nasdaq, qui transige, qui surpondère, bien évidemment, les titres de technologie.
et quand même a connu une semaine assez compliquée. Là. Exact. Puis tu l'as mentionné, c'est un peu l'avènement de ce que tout le monde mentionnait. On en parlait beaucoup dans la reprise une fois que le mois de mars est passé en 2020, que plusieurs disaient il y a beaucoup de nouveaux comptes de courtage qui ont été ouverts, il y a beaucoup d'investisseurs personnels qui se sont lancés là-dedans et qui, les personnes de Wall Street disaient, n'investissent pas sur des fondements. Ils vont investir plus par des trends ou plus par des trucs qu'ils vont voir sur des réseaux sociaux. Et on dirait qu'on le voyait pas vraiment tant que ça. Tout le monde était content, les marchés reprenaient, ça se passait bien. Il y a personne qui ciblait le fait qu'il y avait peut-être un volume important de personnes qui drivaient le marché à la hausse, mais qui étaient des personnes qui n'étudiaient pas vraiment les marchés ni les compagnies. Et on dirait que c'est ce qu'on se rend compte en janvier et en février avec tous les scandales que tu mentionnes. Le fameux to the moon, là, que tout le monde essaie de... Tout s'en va to the moon. Là, on parlait de chaque titre et maintenant c'est même dans les crypto-monnaies avec le Dogecoin, etc. Là. On se rend compte officiellement que peut-être, oui, effectivement, il y a beaucoup d'investisseurs actifs qui sont des personnes qui ne connaissent pas beaucoup de choses en finance, qui, encore une fois, c'est tant mieux. La finance est pour tout le monde, c'est une bonne chose, le fait que des personnes veulent transiger, mais la manière dont ça a un impact sur les marchés et le fait que présentement, les valorisations boursières sont peut-être très élevées, pas dans tous les secteurs, mais dans les secteurs, entre guillemets, tendances, là, qui vont être très d'actualité. Tu parlais de Tesla, c'est un excellent point. Tesla a eu une campagne comme marketing pour se créer une image qui est énorme. Sur le Bitcoin, c'est ça tu veux dire? Ben non, mais je parlais de Tesla puis le Dogecoin aussi, mais tu sais, c'est des instruments, si on peut dire, ou des compagnies ou des crypto-monnaies dans ce cas-là, on en parle partout sur les médias sociaux. Donc, n'importe quelle personne qui est dans la vingtaine, la trentaine, qui veut investir en suivant ce que d'autres personnes font, ils vont pas entendre parler au Canada, de Canadien national. Ils vont pas entendre parler de compagnies ferroviaires ou de compagnies hyper basiques. Ils vont souvent entendre parler de compagnies trendy, de technologie. Et c'est là où les investissements, et Tesla est un excellent exemple, sont probablement beaucoup trop élevés. Et plusieurs personnes, on en avait parlé, la crise des années 2000, la bulle des technos des années 2000, certaines personnes vont recibler ça à nouveau, pas parce que les technos sont, encore une fois, c'est le même contexte, mais uniquement parce qu'on en parle partout et on en parle sur les médias sociaux et tout le monde suit la cadence. On peut parler évidemment de génération stock tweet, fondamentalement. Quand on voit évidemment les trends qui se forment sur des titres justement où il ne se passe pas grand-chose, ça m'a rappelé le fameux, comment dire... Il y a quelques temps, là, il y a eu l'application Signal, là, on a entendu parler pas mal. Et à chaque fois, tu remarqueras le point commun de toutes ces trends-là. Il y a toujours ton cher et tendre Elon Musk qui est dans le coup. Absolument, justement, je le dis toujours, c'est le point pourquoi est-ce que Elon Musk, je ne l'admire pas, c'est son côté, effectivement, l'impact de ses tweets sur beaucoup trop de choses. Tesla achète $1 milliard de Bitcoin de nulle part, puis 3 semaines plus tard, dire « Ouais, non, c'est peut-être un peu élevé pour ce que c'est ». Et il fait effondrer le marché. Elon Musk dit maintenant j'aime bien Dogecoin parce que c'est rigolo, parce que Doge, vous le savez, là c'est le fameux gif du chien, du Shiba Inu, là, je sais pas c'est quoi là comme race. Il dit ouais c'est cool, etc. Moi j'aime bien, ça s'envole, puis finalement ça finit. Donc tu sais, c'est cette génération stock tweet moi qui m'inquiète un peu de manière générale, c'est qu'on n'investit pas, puis justement la deuxième partie d'aujourd'hui elle va faire beaucoup de sens pour le coup. Mais c'est un peu, on fait de l'éducation justement sur le premier sujet qu'on fait aujourd'hui. C'est un peu vraiment la fonction inverse, on va dire, de comment investir, entre guillemets, sur de la trend. C'est beaucoup plus investir sur encore une fois, de la valeur. Donc c'est sur la valeur économique, fondamentalement, d'une entreprise. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui peut faire peur, en fait, aux régulateurs. C'est de se dire, est-ce que ces personnes-là ont les capacités de pouvoir... trader, est-ce qu'ils ont aussi des connaissances pour le faire, parce qu'on ne va pas se le cacher, toutes ces transactions là qui viennent avec cette volatilité importante, elles viennent sans fondement économique, c'est plus sur est-ce que ça va cliquer, etc. Est-ce que ça va... Exactement, est-ce qu'on est capable de rallier beaucoup de personnes par, encore une fois, des médias sociaux sur la même cause, puis on l'a dit dans l'épisode sur l'épisode récent qu'on avait fait sur GameStop, mais c'est ça, il y a des gagnants et des perdants. Puis regarde, GameStop est repassé à au-dessus de $100. En une journée, il a pris 100% de gain à peu près 1 heure avant la fermeture des bourses, donc c'est ce qui est vraiment inquiétant, puis ça avait été soulevé aussi dans toute cette logique-là, c'est vraiment de dire, on se rend compte que, parce qu'on dit souvent il y a des gagnants et des perdants, puis les personnes qui vont probablement perdre en faisant des investissements non fondés, vont probablement apprendre et s'y intéresser. Donc c'était un peu comme ça que l'histoire de la finance s'est faite, des personnes qui investissaient mais qui ne s'y connaissaient pas, faisaient des erreurs, apprenaient de leurs erreurs et investissaient de manière plus prudente et plus active au niveau de leur recherche. Par contre, le problème maintenant, et ça a été soulevé, les volumes que ces personnes investissent individuellement sont très faibles.
mais c'est le combiné de toutes ces personnes-là qui pose problème. Ils disent que quelqu'un peut avoir mis $500 par exemple dans son compte de compagnie, on va dire Robinhood par exemple, mais parce que c'est probablement celui qui est le plus ciblé, celui qui a eu le plus d'ouverture aussi, mais ils mettent de l'argent dans leur compte de courtage. Est-ce qu'ils sont prêts à perdre le $100 ou le $500? Ça leur fait pas grand-chose au final dans leur journée. Mais le problème, c'est qu'en accumulant ça fois des millions et des millions de personnes, mais là, on crée des tendances et le fameux cycle que je parlais des personnes font des erreurs, apprennent de leurs erreurs et investissent de manière plus prudente, c'est pas le cas. Parce que si tu me dis que j'avais $500, je suis rendu avec $100, dans le pire des cas, je vais juste tomber dans la prochaine tangente. Anyway, j'aurais perdu $500. T'sais. Donc c'est ça le risque, c'est le fait de dire d'avoir accès à des comptes avec aussi peu de besoins minimal de liquidité cause des problèmes majeurs au fait que finalement c'est juste tant que ce modèle-là va exister, tant que le fait que autant de personnes peuvent investir en commun va exister, la tangente ne va pas disparaître. Et plusieurs disaient c'est cyclique, on voit ça une fois par année, des stocks qui sont montés par des tendances des médias sociaux, mais ça se réplique à chaque année et ça se réplique de plus en plus souvent, ce qui est quand même inquiétant, comme tu as dit, pour les régulateurs. C'est ce que j'allais te dire, effectivement c'est de plus en plus fréquent, c'est surtout ça le problème majeur. Puis je pense que au-delà du problème qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est aussi la réputation, la confiance qu'on peut avoir sur les marchés qui peut être endommagée, entre guillemets. Je ne sais pas, toi, JP, comment dire, puis moi, mes grands-parents, je sais qu'ils écoutent de temps en temps, ils essayent de comprendre des fois le podcast. Puis ils m'ont toujours dit, quand je parlais de bourse, parce que quand j'étais jeune aussi, ça m'intéressait déjà, là. Jeune, je vais te faire une passe, tu le sais même pas. Quand j'étais jeune, moi je voulais à 12 ans, je voulais être trader. Ce qui est intéressant, bon finalement je l'ai pas été et je suis bien content de pas l'être, mais c'est très jeune, ça m'intéressait. Puis tout le monde me disait, mes grands-parents me disaient, écoute, c'est acheter bas puis revendre. Ouais. C'est un peu du gambling. Buy low, sell high. Voilà, ouais, c'était un peu version française. Leur version était un peu genre de penser que la bourse c'est du gambling. Or, c'est pas ça. La bourse, les valeurs mobilières, c'est de l'investissement. Et ça, c'est toute une différence. Et je trouve que cet aspect de dire je parie sur GameStop, Absolument. Comme si tu pariais à la roulette, sur le rouge, le noir ou le zéro, là, c'était très chanceux. Je trouve c'est dommageable vraiment pour l'intégrité des marchés financiers de dire écoute, on est là aussi pour fournir du capital pour des entreprises. Exact, mais la fonction de base, j'allais justement faire un point là-dessus, mais c'est exactement ça. Si on se met à la place de GameStop, on n'oublie pas que le fondement des actionnaires, c'est le fait d'avoir un impact et si on peut dire, d'avoir de la gouvernance sur la manière dont la compagnie est gérée au niveau des opérations de GameStop. Comment est-ce que ça se passe si je suis dirigeant présentement de GameStop, par exemple, et que je me ramasse avec un actionnariat qui est incompréhensible, avec une valorisation boursière qui, ça c'est important de le soulever. La valorisation boursière plus élevée de GameStop ne change absolument à rien l'actif qu'ils ont, dans le sens où les actions sont déjà émises. C'était la modification du marché secondaire, c'est ça, c'est du marché secondaire. Donc ça, c'est important de le noter, ça ne change pas rien au niveau de GameStop sur les actions qu'ils ont émises initialement. Par contre, pour la gestion, pour le conseil d'administration de cette compagnie-là, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on sait très bien que c'est pas pour... le nouvel actionnariat puis l'intérêt n'est pas pour une volonté de faire qu'il y ait un grand changement dans la compagnie GameStop. Je pense qu'on l'avait dit en blague à un moment donné, GameStop ne va pas se lancer dans le pharma. GameStop ne va pas commencer à faire des voitures électriques. Moi, je pense que GameStop va se planter dans les 10 prochaines années. Exactement, probablement. Parce que le fondement même, comme tu dis, des marchés, de créer une gouvernance et de justement dire des compagnies qui vont être en demande et donc que le stock va être à la hausse, que la valeur du titre va être à la hausse, va être une compagnie pour laquelle il va y avoir des avenues possibles de croissance. Et il va y avoir même peut-être, dans certains contextes, si on en parlait des Carl Icahn de ce monde, que la volonté d'investir était pour faire des changements dans la compagnie. Mais c'est pas là du tout. C'est pour faire des gains rapides, des quick bets que dans une semaine, j'ai pu faire 100% de rendement rapidement, sans aucun fondement. Littéralement, puis on le dit, MGM Grand Casino, là, n'importe quel casino sur la Strip à Vegas ou le titre de GameStop présentement, j'aurais la même certitude de mettre mon argent là-dedans et de faire un rendement. C'est pas normal quand on considère qu'effectivement, c'est des marchés, c'est régularisé de manière très stricte quand même aux États-Unis, il faut le donner. Mais comment est-ce que la SEC peut agir présentement? C'est hyper difficile. Je sais qu'il y avait ils ont fait des audiences, si je ne me trompe pas, pour ce sujet-là et pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais comment gérer ça quand on ne peut pas non plus limiter l'accès aux personnes à ouvrir des comptes?
Et on ne peut pas non plus, si on peut dire, laisser ça aller de manière indéfinie parce que ça passe d'une compagnie à l'autre et ça va être laquelle la prochaine compagnie qui va subir ça. C'est vraiment l'impact pour la compagnie qui est quand même pertinente à voir parce que justement, ça vient tout défaire la logique de gouvernance de GameStop, la logique de gouvernance de, j'oublie le nom des autres compagnies. Oui, oui, puis c'est vrai que oui, il y avait eu Nokia, MGM justement, c'est ça qui est drôle. Il y avait eu, j'oublie la compagnie canadienne de télé, BlackBerry. BlackBerry. Mais pire que ça aussi, c'est que oubliez pas que la plupart du temps, les conseils d'administration et les dirigeants d'une entreprise sont payés en options. Donc c'est-à-dire qu'ils sont payés selon l'augmentation de la valeur de la compagnie. Donc ça leur donne même plutôt du cash, on va dire. Ils sont aussi payés en actions. Donc ça leur donne de l'argent quand, comment dire, l'action augmente. Donc disons que ça envoie vraiment les mauvais signaux de marché rendus là. Et je me dis que cette situation évidemment n'est pas tenable. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que finalement, bon alors on en reparle, mais Robinhood, est-ce qu'ils vont garder leur licence de broker? Est-ce que tous ces comptes-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. Moi, je pense qu'il va y avoir besoin d'une action très, très claire des régulateurs pour dire ces personnes n'ont pas à avoir de compte de courtage et faire comprendre, par exemple, peut-être par des formations, etc., avant de commencer à trader pour comprendre que le fonctionnement des marchés financiers ou pouvoir témoigner, par exemple, je sais que dans certains pays, si tu n'as pas de diplôme en finance ou tu n'as pas de, un minimum d'éducation financière, tu n'as pas suivi une formation particulière, tu n'as pas le droit d'ouvrir de compte de courtage. Moi, je suis d'accord avec le fait. Je crois que ça, c'est un peu la mentalité AOC là, de ce monde. Mais je suis d'accord que tout le monde peut avoir accès au marché. Même si c'est la beauté des marchés, c'est que tout le monde peut décider de contribuer. Tu as des personnes qui vont dire « Ah, telle compagnie fait plein d'argent. » Oui, mais tu peux techniquement décider de devenir actionnaire de cette compagnie-là demain matin et en bénéficier de cette performance-là. Donc, moi, je crois que le fait que le grand public, tout le monde peut avoir accès à un compte de courtage et d'investir par lui-même, c'est super intéressant et c'est même ça que ça devrait être. Mais je suis d'accord avec le fait de dire c'est tellement risqué les marchés, au final, quand on ne comprend pas ça, que je suis d'accord que la logique d'avoir des formations ou d'assurer, si on peut dire, la sécurité de tout le monde quand ils sont dans les marchés, parce que c'est pas un environnement qui est garanti, on le dit, quand on est dans les marchés, on peut tout perdre demain matin. Et donc, le fait de réfléchir en conséquence de comment est-ce qu'on peut permettre à tout le monde d'avoir un compte, mais de s'assurer que c'est bien structuré, c'est l'essentiel, parce que c'est justement, pour revenir à notre sujet, c'est ce qui crée des bulles, entre guillemets, ou la thématique de bulle, qui est juste le fait que personne ne sait trop qu'est-ce qui se passe. Et le pire thème ou le pire concept, je crois que c'est une bulle. Quand ça commence à rouler dans les marchés, ça vient amener de l'incertitude. Ça vient amener des actions qui ne sont pas fondées parce que peut-être qu'il n'y a aucune bulle dans les marchés fondamentalement présentement. Peut-être que les valorisations boursières ne sont pas si pires que ça, mais tout le monde en parle présentement. C'est dans tous les journaux ou les revues financières, ce qui amène indirectement, et on l'a mentionné, la volatilité, le VIX s'ensuit. Parce que même nous, en tant qu'investisseurs, quand on entend parler de bulle, est-ce que on va continuer à vouloir investir par nous-mêmes, faire des ordres d'achat les week-ends tranquillou? Probablement pas, parce qu'on se dit, ben, ça commence à brasser, mais on n'a aucun fondement de ça, juste parce qu'on soulève le fameux concept qui détruit des marchés comme ça a été le cas en 2000, le concept de bulle. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que ça va se planter? Et là, tout change. L'investissement, ça va dans les comos, et les stocks en sont perdants. Et au-delà, évidemment, du concept de bulle, il y a aussi le concept de confiance, de se dire, c'est ça dans lequel résident en fait les marchés. C'est toujours, est-ce que j'ai confiance que cette compagnie va survivre, va être pérenne, etc. C'est vraiment l'idée fondamentale des marchés financiers, c'est de ça, parier sur le futur, mais parier de manière intègre et intelligente. C'est vrai qu'en plus, et je trouve que tu touches un autre bon point, JP, là, qu'on n'a pas abordé, c'est que c'est vrai que l'exposition maintenant aussi à des nouvelles classes d'actifs, comme par exemple, t'en as parlé avec les commodités aussi, pareil, pose des questions. Est-ce que, est-il normal, entre guillemets, que l'investisseur lambda puisse, affecter le marché, en fait, c'est ça, du pétrole, par exemple, le marché de l'or, le Bitcoin, bon, c'est sûr que c'est un autre exemple, parce que, évidemment, c'est dérégulé. C'est vraiment un exemple de système dérégulé de sa conception. Et c'est vrai que c'est encore une fois toutes des questions éthiques. Et là, on revient sur le thème central, c'est quand on revient sur l'idée que est-ce que tout ça est éthique, est-ce que tout ça est normal?
Encore une fois, moi, j'ai pas la réponse. Je souhaiterais qu'il y en ait une qui soit apportée peut-être par le régulateur, là. Exact. Mais c'est ce qu'on va essayer de suivre justement dans les prochaines semaines, essayer de voir jusqu'à quel point est-ce que les régulateurs, encore une fois, ça c'est la mention, là, le régulateur américain va être le régulateur qui va définir ce qui se passe partout dans le monde, là. Donc c'est sûr que ça peut impacter des titres sur plein de bourses. On parle tout le temps de New York, on dirait, mais suivez également vos indices, là. Mais effectivement, posez-vous les questions également sur la manière dont vous investissez présentement, s'il y en a parmi nos auditeurs là, que vous gérez par vous-même, là. Nous, on dit toujours, là, obtenez des conseils et lisez. Là, on veut faire un podcast sur de la vulgarisation financière pour encourager des personnes à s'intéresser à la finance, mais de manière informée, parce que sinon, comme on l'a dit, c'est du casino, malheureusement. Et partagez votre opinion dans les commentaires si vous en avez, si vous souhaitez nous partager quelque chose ou votre opinion aussi, c'est ça, au sujet de la situation actuelle. Je pense qu'on peut désormais passer, si tu le permets, JP, à notre deuxième partie, dans vos poches. Parfait. Donc, le deuxième sujet, effectivement, comme on l'a introduit un peu, on fait un peu... première partie, c'était une problématique, entre guillemets, là, qu'on a sur les marchés. Puis la deuxième partie, c'est un petit peu plus sur une solution effectivement. Donc, on revient en mode dans vos poches, mais sous un axe là, plus informatif et coaching, là. Et c'est un sujet, encore une fois, là, Gab, tu t'y intéresses beaucoup. Là, on avait fait, pour vous faire un petit retour, là, pour ceux qui n'avaient pas écouté cet épisode, on vous invite à l'écouter d'ailleurs, là, mais on avait fait un épisode spécial à l'époque. Là, style valeur versus style croissance, exactement, définir le profil de l'investisseur. Exactement, donc deux choses que l'on n'était pas tout à fait dans le même axe là, au niveau de la manière dont on aime investir. Gab, t'es quelqu'un de très valeur. Et c'est ce qui est intéressant au niveau de ce qu'on veut vous parler. On veut vous parler de l'investissement en dividendes, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, là, c'était un peu un podcast sur deux sujets qu'on entend de plus en plus parler dans le monde journalistique financier. Là. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Vous expliquer un peu c'est quoi cette alternative-là qui est présentée un petit peu comme étant une belle avenue là, pour justement éviter d'être soumis à ce qui se passe au niveau des marchés, au niveau de la volatilité. Là, plusieurs personnes vont dire, tournez-vous vers des actions qui offrent des dividendes intéressants. Et c'est effectivement une pratique que plusieurs personnes vont connaître, mais je pense que c'est même bien, Gab, si on commence par cela, là, mais qu'est-ce qu'un dividende? Comment fonctionne un dividende? Est-ce qu'un dividende, c'est du garanti? Plein de questions que des personnes... Tu sais, je pose des questions un peu ridicules, là, mais je crois que c'est quand même un bon point d'entrée, si on peut dire, sur le sujet, là, de revenir sur c'est quoi, en fait, d'où ça sort un dividende? Tu sais, c'est... Un dividende, c'est c'est une portion, en fait, de l'actif net d'une entreprise. Donc, en gros, une portion du résultat qui a été, effectué par une entreprise. Donc, imaginons qu'elle a effectué un profit, elle a eu des revenus de 1000 et des dépenses de 500, puis après les impôts et les autres dépenses, elle fasse un profit de 100. Une compagnie, elle peut décider soit de réinvestir ce $100 dans ses opérations, donc de garder, on appelle ça un retain earning, donc c'est-à-dire qu'on va le garder du coup dans ses livres, soit elle peut décider effectivement de redistribuer cet argent à ses actionnaires. Et ça, on appelle ça un dividende. Exact. Donc un dividende, ça peut soit prendre la forme d'un montant en cash, soit un montant en action. Ça, même si le montant en cash est souvent beaucoup plus populaire la plupart du temps. Habituellement, les entreprises, en tout cas aux États-Unis, versent des dividendes tous les trimestres, donc 4 fois par année. Et puis ça, c'est souvent après quelques semaines, quelques semaines après l'annonce des résultats, et ça suit un calendrier fixe. Exact. Sur d'autres bases, ça peut être mensuel et annuel, mais moins fréquent effectivement que dans la structure là, de suivant les résultats trimestriels. C'est trimestriel dans la plupart des pays. Donc ça, je vous dirais, c'est vraiment la base. L'idée, c'est sûr que moi là, je vais vous revenir sur un concept qui est intéressant, c'est que fondamentalement, ce montant, qu'il soit versé ou non à l'actionnaire, n'a pas vraiment de, économiquement, ne fait pas vraiment de différence. Ça, je me fie à, si tu te souviens de tes cours de finance, de Modigliani et Miller, qui sont, deux professeurs d'université. Théoriciens de la finance, ouais. C'est ça. Les dividendes, en soi, si vous êtes un actionnaire qui réinvestissez vos dividendes, ça n'a pas d'intérêt, parce que cet argent-là, au final, vous allez racheter des actions de la même entreprise, et au final, le capital que vous avez investi ne changera pas. Vous garderez vos $1000, parce que souvent, comme l'action de l'entreprise, elle a perdu de l'argent dans sa valeur, l'entreprise, puisqu'elle a décaissé de l'argent, elle a sorti de l'argent de ses livres, c'est sûr que de manière générale, elle perd de la valeur. Donc souvent, quand une action donne un dividende, par exemple, de 2%, par exemple, elle va donner un dividende de $2 par action et son action est de $20,
elle va perdre par conséquent ce 2 dollars en fait de valeur. Donc fondamentalement, ça n'a pas de changement, mais l'idée c'est que ça veut dire que cette entreprise-là elle génère un revenu régulier, c'est un peu ça. Exactement. Puis, c'est ce qui est intéressant, c'est la réflexion de plusieurs personnes sur OK, parfait, maintenant que je comprends un peu c'est quoi la logique d'un dividende et comment est-ce que c'est versé, dans quel type de compagnie ou type d'industrie est-ce qu'on va retrouver des compagnies qui offrent des dividendes intéressants, c'est ce qui est clé. Parce que comme tu l'as dit, Gab, si à la fin d'un cycle d'exercice financier d'une entité publique, ils décident de dire, plutôt que de prendre tout le cash qu'on a et de le réinvestir dans la compagnie, donc de le réinvestir dans les activités de la compagnie, mais que plutôt on va le sortir, on va donner aux actionnaires, c'est souvent des compagnies qui sont dans des cycles de vie ou qui sont plus vers, qui sont plus stables, qui sont plus proches de la maturité que de leur lancement. Un bon exemple de ça, c'est si vous regardez des compagnies dans le domaine des technos qui sont en lancement, souvent, s'il y a un dividende, il va être très faible parce que ces compagnies-là sont très cash. Ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de liquidité pour investir dans leurs activités. C'est même le fondement même de leur plan. C'est que présentement, souvent, ils ont des très belles idées, mais ils ont très peu de concret. Donc, si on regarde des titres comme, on en parle tout le temps, mais Tesla, par exemple, ont besoin de beaucoup d'argent, mais ils ne vont pas aller verser un dividende qui est similaire à une compagnie plus à maturité ou à une industrie plus à maturité, comme je l'ai nommé tantôt, mais le monde ferroviaire. Et là, on fait un petit point vers un bon ami, qu'on aimerait que ce soit un bon ami à nous, mais M. Buffett, qui est un petit peu en mode valeur. Il a investi énormément dans des compagnies comme le monde du ferroviaire, qui avait des beaux dividendes, mais il s'est sorti complètement du monde de l'aviation, qui présentement n'ont pas eu beaucoup de dividendes parce qu'ils ont besoin de capital. Voilà. Et donc, c'est très clé de voir cette distinction-là pour où est-ce que je peux voir une industrie dans laquelle j'ai des titres intéressants si je veux investir dans les compagnies qui offrent des dividendes. Mais regardez un peu la maturité des différentes industries et des compagnies. Mais après, c'est un point important aussi. Souvent, les gens, ils ont tendance à confondre large cap et, stock valeur. Attention, vous n'êtes pas obligé d'être une grosse entreprise, c'est-à-dire d'avoir une valorisation à plusieurs milliards de milliards pour centaines de milliards de dollars pour être considéré comme valeur ou générer du dividende régulier. Pas du tout. Vous avez des compagnies beaucoup plus modestes et qui génèrent effectivement un dividende régulier. Un bon exemple, tu as parlé de Warren Buffett et du ferroviaire. Warren Buffett, je crois qu'il est actionnaire principal de la BNSF, qui est une compagnie ferroviaire aux États-Unis. Oui. Il possède aussi une des portions de la Union Pacific, etc., qui sont des grandes compagnies, encore une fois, ferroviaires. Mais il y en a plein. Alors, par exemple, un bon exemple de stock valeur, c'est par exemple Dow DuPont. Donc, c'est une entreprise qui fait des matériaux et puis de la chimie, aux États-Unis. Donc, ils font énormément de produits divers et variés que vous pouvez trouver partout, en fait, mais que vous-même, en tant que consommateur retail, vous achetez pas. C'est plus pour des entreprises, etc. Mm-hmm. Un bon exemple, souvent, où les gens connaissent pas mal le concept de dividende régulier, évidemment, le secteur financier des assurances, parce que c'est un secteur très mature, entre guillemets. Et il faut être franc, le fait d'arrêter un dividende est souvent mal perçu. Donc souvent, dans ce genre d'industrie-là, l'impact est majeur. C'est mal perçu. C'est plus, en fait, il y a un effet marketing, entre guillemets, dans l'idée d'avoir un dividende. Et c'est plus pour démontrer, regardez, actionnaire, moi je suis capable de générer tellement de stabilité que je suis capable de vous redonner de l'argent tous les mois, tous les 2 trimestres, pour vous montrer qu'en fait j'ai un revenu régulier, je suis mature, je suis sérieux. En fait, c'est vraiment ça, comme ça, que je définirais en fait l'investissement en dividende élevé. Exactement, mais c'est comme tu l'as dit, c'est la stabilité des opérations, puis c'est, comme tu l'as dit, une tendance qui va être très monnayable. Encore une fois, on le dit souvent, on aime s'intéresser aux compagnies, on aime analyser des états financiers ou des rapports trimestriels parce que ça nous donne plus d'informations et parce qu'on aime la finance. Mais en tant que tel, il y a des personnes qui vont juste regarder quel est le yield de dividende, quel est le ratio de dividende qui va être offert et qui ne vont pas nécessairement se fier sur davantage d'informations parce que c'est quand même assez clé. Si une compagnie en général donne un dividende qui est élevé, bien souvent, est-ce que j'ai besoin de temps de jeter un œil si important sur ces activités? Peut-être pas. Par contre, ça c'est ce qui est un petit peu à double tranchant. Il y a beaucoup, effectivement, de compagnies qu'on va considérer comme étant des blue chips. C'est justement les fameux blue chips américains là, qui sont les classiques, parfois des large caps, comme tu as dit, parfois des capitalisations un petit peu plus basses, mais qui vont juste voguer dans des croissances annuelles qui sont jamais majeures, mais que ça va probablement toujours être positif. Les opérations sont très tranquilles. Ça montre un peu que est-ce que j'ai besoin d'analyser à chaque fois avant d'investir dans quelque chose qui est un blue chip? Non. Mais, ça a été mentionné,
il y a plusieurs compagnies qui vont y aller avec des taux de dividendes ou un dividende qui est très élevé, justement pour aller obtenir peut-être plus d'intérêt, plus de capitalisation, plus de visuel dans les marchés, mais qui au final n'ont pas la capacité de faire ça pendant plusieurs années consécutives. Et comme tu l'as dit, vont se ramasser soit à tomber dans des difficultés financières et donc vont devoir couper le dividende, ce qui va aussi couper leur valorisation boursière. Juste par tangente que le monde va commencer à s'inquiéter de la performance de la compagnie, mais c'est effectivement quelque chose qui est à considérer, de bien voir l'analyse n'est pas nécessairement quelque chose que vous pouvez laisser de côté à 100% quand vous regardez le ratio de dividende. Oui, ça ne doit pas être le seul en fait, indicateur que vous devez utiliser, parce qu'en fait, encore une fois, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose, un ratio de dividende élevé. C'est sûr que par contre, pour des investisseurs qui, par exemple, souhaitent avoir un revenu régulier, décaisser de l'argent tous les trimestres, bah, il y a un côté pratique, de te dire, bon... alors, souvent, un très bon exemple, souvent, c'est les REITs, par exemple. Donc, les fonds immobiliers cotés en bourse aux États-Unis, on appelle ça un Real Estate Investment Trust aux États-Unis. Les REITs, souvent, ont des taux de dividendes très élevés, souvent aux alentours, pas loin des 9%, en fait. Souvent, c'est même... soyez pas surpris si vous voyez des yields. Pour nos auditeurs, parce qu'on a parlé de dividend yield précédemment, un dividend yield, je le définirais comme ça, c'est le dividende annuel divisé par le prix auquel vous achetez l'action. C'est pas plus simple que ça, pas plus compliqué que ça, pardon. L'idée est de comprendre, encore une fois, que ça n'est pas le seul facteur. Et moi, évidemment, quand on investit dans des dividendes, il faut comprendre aussi quel est le rendement total. Vous pouvez avoir aussi... un très bon dividende, mais si le prix de votre action elle se crache entre-temps, c'est sûr que c'est pas hyper intéressant. Donc souvent, la formule qui est souvent utilisée par les analystes, en fait, il y a le concept de rendement total qui est intéressant. En gros, c'est le rendement du prix de l'action plus le dividende. Donc ça vous permet de dire parfait, j'ai généré tel dividende et le prix de l'action, il a changé de tel pourcentage. L'idée quand même, souvent, quand on investit en dividende régulier, c'est de ne pas s'intéresser vraiment à la variation du rendement. C'est vraiment, encore une fois, d'avoir de l'argent régulièrement. Ouais. Pourquoi on a parlé d'immobilier? C'est que souvent, l'immobilier, c'est souvent quelque chose d'assez stable en termes de... Évidemment, si vous êtes dans un marché où il y a des tendances, entre guillemets, avec de la pression à l'augmentation, Montréal est un bon exemple. Ouais. La plupart des villes en Amérique du Nord, en ce moment, sont des marchés avec une tension à l'achat très 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 importante, et des villes, par exemple, étrangement avec la pandémie, plus dans le centre-ville, on voit les prix malheureusement dégringoler, avec évidemment la fermeture des commerces. Ce qui importe, c'est que vous ayez des revenus locatifs fondamentalement qui rentrent, moins les dépenses évidemment que vous avez fait pour entretenir ces revenus. C'est un peu le fondement, en fait, encore une fois, c'est de se dire, moi, ce que je recherche, c'est de générer ce fameux revenu fixe qui est intéressant. Exactement. Que la croissance, et ça, c'est ce qui est logique, là. La croissance n'est pas vraiment votre intérêt clé, mais effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant. On l'a dit, là, c'est un peu le but de l'épisode et de ce segment-là, c'était de vous informer sur un peu ce que vous allez probablement lire, là, parce que plusieurs personnes en parlent présentement, de commencer à regarder ça, encore une fois, parce que comme Gab, tu l'as dit, ça permet aux personnes d'investir dans des industries qui sont plus axées sur du concret, sur des industries matures et donc sur des industries qui ne vont pas avoir la même volatilité que ce qui est nommé sur Wall Street Bets. Donc, voilà, ça c'est sûr. Donc c'est un petit peu pour ça, je crois, qu'on en parle de plus en plus. C'est un petit peu, je crois, le remède des théoriciens de la finance ou des personnes qui veulent, si on peut dire, encourager le monde à retomber sur, on parlait du ferroviaire, mais se remettre sur les rails d'un investissement responsable, entre guillemets. Beau jeu de mots. Mais je crois que c'est un petit peu ça. Donc ne faites pas le saut si vous en entendez beaucoup parler. On voulait en parler aujourd'hui parce que Gab est un amateur, si on peut dire, de la valeur et aussi un amateur de l'étude des états financiers. C'est ça. Moi, c'est ça que j'aime bien dans l'investissement en valeur, c'est que la compagnie dans laquelle je vais investir, je vais non seulement être aussi un client d'entreprise, parce que j'ai envie de m'intéresser à cette entreprise-là, je vais non seulement étudier évidemment ses chiffres, etc., financiers, et je vais vraiment avoir cette affection, entre guillemets, je vais me sentir comme... C'est très d'ailleurs Warren Buffett. Vous avez dû probablement entendre Warren Buffett quand il fait ses réunions d'actionnaires à Omaha, qui est une ville un peu ennuyante. C'est ça, un peu ennuyante aux États-Unis. Chaque année, son assemblée annuelle des actionnaires, donc de Berkshire Hathaway, c'est une fête locale, etc. Il y a
le gars, l'aéroport, il reçoit le plus de passagers dans l'année. Et de jets privés, parce que ceux qui détiennent des stocks de Berkshire Hathaway sont en général des personnes qui ont quand même beaucoup d'argent. Exact. Et tu te dis, comment dire, enfin, en tout cas, c'est vraiment une fête locale, etc., l'assemblée annuelle. Et c'est ça que j'aime, tu vois, dans ce genre d'entreprise très... alors tu vas me dire, bon, c'est un peu boring, etc. Non, mais c'est la culture, comme on l'a dit dans le premier segment, c'est la culture des marchés. C'est le fait de dire, j'investis non pas juste pour faire de l'argent moi-même, mais pour, si on peut dire, contribuer dans les opérations d'une firme qui nous intéresse. Et Square, comme tu l'as nommé, était quelque chose qui est un très bon exemple pour toi. Tu étais vraiment très intéressé par cette compagnie-là. On parlera pas de ce qui s'est passé avec ta sortie un petit peu rapide, un petit peu prématurée du stock, mais ça reste que tu étais très intéressé. Tu l'as gardé, ce titre-là, en regardant périodiquement qu'est-ce qui se passait, en t'intéressant au niveau des rapports trimestriels, ce qui n'est pas le cas présentement dans les marchés. Est-ce que les personnes vont attendre qu'est-ce que dans la earning season qui s'en vient, qu'est-ce que GameStop va sortir? Probablement pas. La majorité des nouveaux investisseurs n'ont aucune importance sur c'est quoi réellement les opérations de GameStop, et c'est ce qui est malheureux. Exact. Et c'est ça qui est fun, entre guillemets, encore une fois, dans l'investissement valeur, c'est que c'est ça va devenir vos stocks chéris. Moi, celui que je cite souvent, c'est ça. Dow DuPont, je l'aime bien. J'adore Procter & Gamble. J'adore American Express. Moi-même, qui est un client, je me sens, entre guillemets, faire partie de cette entreprise-là. Et je vais consulter... Je vais voter aux élections aussi du board, etc. Je vais pas me déplacer parce que c'est quand même un peu loin. Mais je suis content d'avoir des nouvelles de cette entreprise-là, puis je vais la suivre. Et c'est ça que j'adore dans l'investissement valeur. Donc peut-être trouver exactement quelles sont vos industries et vos stocks que vous voudriez également vous intéresser. Encore une fois, investissez de manière responsable et surtout investissez dans des choses qui vous intéressent et que vous allez vouloir suivre et vous informer. C'est la clé pour gérer vos choses par vous-même si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, c'est déjà la fin de ce 9e épisode. Donc, je vais te laisser Gab faire le petit mot de la fin là, pour encourager, si on peut dire encore une fois, l'appréciation qu'on a là, de vos écoutes à chaque semaine. Oui, évidemment, n'oubliez pas de commenter l'épisode si ça vous a plu ou pour nous donner des suggestions, des pistes d'amélioration. On vous rappelle, l'adresse courriel c'est contact@étatfinancier.info pour pouvoir nous contacter si vous voulez par courriel. Comme je vous l'ai dit, moi je préfère les commentaires sur YouTube ou vous abonner aussi à la chaîne, activer les notifications et ou vous abonner aussi sur les autres plateformes de podcast audio. Ce serait un super geste et nous encourager évidemment à atteindre le plus de nombre possible, parce que je pense que notre contenu il vous permet de comprendre un peu mieux les clés de la finance. Exactement, mais c'est de maintenir la vulgarisation. C'était ça le but lors de l'épisode 1 et c'est la même chose lors de l'épisode 9 de la saison 2. Et puis d'ailleurs, on vous en parlera sous peu, là, on verra quand est-ce, mais on est en train de réfléchir également à d'autres segments, là, si on peut dire, du projet qui est l'état financier là, qui pourrait être intéressant. Donc ça, on vous en reparle probablement dans les prochaines semaines, une fois qu'on aura les invités. Plus... Les invités aussi vont augmenter, évidemment, avec le déconfinement qui s'en vient partout dans le monde. Là. Alors, on se le souhaite, donc on vous souhaite un vaccin bientôt à tous, sinon on se reparle effectivement la semaine prochaine. Salut!